Nous allons, dans ce chapitre, regarder une histoire du management, histoire qui est essentiellement se déroule au XXe siècle et qui nous permet en fait de voir comment s'est construite cette pensée managériale petit à petit. Alors, pour ce faire, nous allons tracer une frise avec les acteurs majeurs, les acteurs que j'ai choisis et qui me paraissent déterminants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, parce qu'on a beaucoup écrit sur le management et on continue à beaucoup écrire. Alors, au commencement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au XIXe siècle, apparaissent les premières écoles de commerce. On parle de cycle de vie pour une entreprise. Donc on se calque un peu sur la vision humaine. Et un certain nombre d'entrepreneurs, comme Carnegie, commencent à effectivement évoquer, discuter le fait d'être entrepreneur et de discuter sur la réussite entrepreneuriale. À partir des années 1900, beaucoup de choses vont changer, au sens où il y a d'abord les apports de gens en sciences sociales, c'est le cas de Weber. Weber qui a écrit sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, et donc qui a réfléchi en fait cette vision entrepreneuriale et économique. Mais c'est surtout l'épopée industrielle qui est intéressante à ce moment-là, avec un grand mouvement, ici des carrés rouges en fait, qui décrivent ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. C'est quoi l'organisation scientifique du travail? L'OST, c'est la capacité à dire l'action doit être présentée de manière relativement simple pour que quelqu'un qui a peu de moyens intellectuels puisse la réaliser. Si on prend le cas des principes de l'époque, on va voir que finalement, que ce soit Ford, que ce soit les Gilbreth, que ce soit les autres, ils vont essayer de faciliter le travail des gens, soit effectivement en décomposant les tâches, mais également en les observant. Taylor disait « on s'adresse à des bœufs décérébrés ». Donc Taylor n'a pas eu que des mots aimables à l'endroit des ouvriers, même si c'est un grand penseur. Si on regarde ce que disent certains, donc notamment Weber, on voit qu'on a énormément de littérature weberienne. Je ne vous recommande pas forcément de les lire. Simplement, si vous avez un petit peu de temps, il est amusant de voir que sur la partie relations économiques et capitalisme, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme est un ouvrage majeur qui nous renseigne bien finalement sur la réussite d'un certain nombre de choses. Alors, ces gens-là, à l'époque, ont à peu près tous les mêmes profils. Ils ont des études variées, des études de droit, d'économie politique pour Weber. Ce sont des gens qui, comme Weber, Taylor, n'étaient pas forcément d'une grande stabilité émotionnelle, on dirait. Ils sont un petit peu dépressifs. Et la caractéristique, c'est qu'ils s'intéressent à une multitude de choses. On peut voir que l'un des intérêts de Weber est d'avoir décrit le commandement en parlant d'autorité charismatique, d'autorité traditionnelle et de quelque chose qui va faire pas mal de dégâts, qui est quand même l'autorité bureaucratique et qui donnera lieu plus tard à la réflexion technocratique. Si nous revenons sur ces personnes, parmi celles-là, Emerson a une caractéristique particulière, c'est que c'est quelqu'un qui doit parler 18 langues, qui est un grand penseur, et ces gens-là, bien qu'ils fassent partie du mouvement de l'organisation scientifique du travail, ils visent effectivement à améliorer la vie de l'ouvrier. Donc on n'est pas dans une vision, je dirais, simplement d'exploitation, comme le croient certains quand on parle de cela. Les Gilbreth, on va en dire un petit mot, parce que Frank et Liliane sont deux grands intellectuels. Deux grands intellectuels, avec le fait qu'effectivement, ils se sont mariés à la fin du XIXe siècle, au tout début du XXe. Ils vont avoir 12 enfants, et vous pouvez voir dans les dates des décès que Frank mourra très jeune, malheureusement, puisqu'il meurt en 24. Alors que Liliane continuera à travailler et à produire des écrits jusque très tardivement, puisqu'elle décède en 72.
Et ces gens-là vont énormément faire pour l'ergonomie du travail. Donc l'apparition de la réflexion ergonomique, on la doit au Gilbreth, avec notamment l'utilisation de moyens particuliers dans la photographie pour étudier les mouvements des gens, essayer de faire en sorte qu'ils se trouvent mieux, de manière plus confortable, et donc se blessent moins. On leur doit également des innovations comme cette cuisine intégrée. Donc la cuisine intégrée, les choses à portée de la main, c'est une invention des Gilbreth. Et on peut penser qu'avec 12 enfants, il fallait que la maison soit organisée. C'est pour ça d'ailleurs que leurs enfants ont écrit un ouvrage qui s'appelle 13 à la douzaine. C'est Anne Artis et Franck, 2 enfants du groupe Gilbreth, qui ont écrit cet ouvrage fantastique. Vous voyez qu'il est très abîmé, très usé. C'est parce que un de mes garçons a dû le lire 12 fois, tellement ce livre le passionnait. C'est un très bel ouvrage, non seulement à fournir aux enfants, mais également aux adultes, pour se rendre compte de ce qu'était l'ambiance dans la réflexion managériale et entrepreneuriale de l'époque. Alors, un petit peu plus tard, à partir des années 1920, il va s'opérer un grand changement. Il va s'opérer un grand changement. Alors d'abord, on voit apparaître une littérature particulière qui est la Harvard Business Review en 1922. La HBR est l'une des grandes revues de management qui porte sur tous les sujets liés à l'entreprise, mais beaucoup sur la stratégie, beaucoup sur le leadership et beaucoup sur le management. Nous sommes passés du mouvement de l'organisation scientifique du travail, en fait, avec cette réflexion sur l'ergonomie, à une période qu'on va appeler le mouvement des relations humaines, c'est-à-dire une réflexion forte sur le rôle de l'homme dans l'entreprise. Souvent, je dis, il est quand même dommage qu'après 2000 ans de philosophie, plus de 2000 ans, c'est-à-dire Platon, Aristote, etc., les sciences de gestion découvrent des choses qui sont de l'ordre de la banalité et disent, voilà, on a enfin trouvé une pépite. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, assez souvent, les choses qui sont décrites là existent par ailleurs en sciences sociales et sont bien décrites depuis longtemps. On a quand même là quelques personnes exceptionnelles. Chester Bernard, qui est le premier patron qui a été professeur à Harvard, donc quelqu'un qui n'était pas professeur à l'origine, qui a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle finalement le boulot du chef, si je traduis rapidement, et qui fait la distinction entre l'efficacité et l'efficience. Et surtout, qui décrit assez bien ce que le chef doit faire. Alors le chef, ce n'est pas forcément le patron d'entreprise, et de ce point de vue-là, il nous donne toute une série de renseignements que je vous laisserai lire, puisqu'il ne s'agit pas ici de regarder ça en détail. Il a fait notamment un certain nombre de citations, mais globalement, vous voyez que essayer et finalement se tromper est un moyen d'apprendre. Donc il faut quand même se tromper. Chester Bernard, donc très grande figure du management. Une autre figure forte, c'est Maillot, même si j'ai moins de respect pour lui, parce que Maillot, il a décrit ce qu'on appelle la fin de l'effet monomotivationnel. C'est quoi l'effet monomotivationnel? C'est que Maillot dit, il n'y a pas que le pognon. C'est une série d'expériences qui se sont faites dans une entreprise où on s'est rendu compte que quand on s'occupait des équipes, eh bien finalement, ces équipes, non seulement elles faisaient plus de travail, mais la motivation et la courbe d'amélioration étaient pratiquement permanentes. Une très grande figure dans cette période-là est Mary Parker Follett. Et s'il y a quelqu'un à lire encore aujourd'hui, ce sont les ouvrages de Mary Parker Follett, qui est une femme qui vient de l'anthropologie, qui a beaucoup travaillé dans le domaine entrepreneurial et qui effectivement a produit, a appliqué les résultats de la psychologie. C'était une femme qui avait travaillé dans le domaine de ce qu'on appelle la psychologie de la forme. On y reviendra dans une autre partie où on décrira les différentes psychologies. Et donc, on lui doit beaucoup de choses et des formules très célèbres. C'est-à-dire que bien des gens me disent ce que je dois faire et juste comment je dois le faire, mais peu me font désirer de faire quelque chose. Et là, on voit bien qu'on est dans une remarque tout à fait différente par rapport à l'organisation scientifique du travail. On est dans un mouvement qui préfigure ce qui se passera après la Deuxième Guerre mondiale au Japon, c'est-à-dire d'essayer de créer des atmosphères qui sont effectivement des atmosphères de créativité et d'innovation. Alors, elle est malheureusement trop peu traduite en français, mais il y a quand même quelques-uns de ces ouvrages qui le sont. Alors,
En 1940, va paraître un ouvrage, 1946, un ouvrage très important de Herbert Simon, qui est en fait un ouvrage qui porte sur, on peut dire, la réflexion entrepreneuriale. Simon, prix Nobel, c'est ce qu'on appelle un polymathe, hein, quelqu'un qui a des capacités très variées dans de nombreux domaines, donc un très grand intellectuel, et qui va créer le concept fondamental de rationalité limitée. C'est quoi la rationalité limitée? C'est le fait de dire, il y a tellement d'informations qui circulent dans l'entreprise. Tout ça, finalement, se rassemble tellement rapidement qu'il n'est pas possible d'avoir une analyse rationnellement déductive et d'en déduire quelque chose. Quelque chose, c'est des actions ou des comportements. Donc, nous devons faire face à une rationalité limitée. Alors, vous allez me dire, est-ce que la rationalité limitée, c'est l'équivalent de marcher sans jambes? Non. La rationalité limitée, ça veut dire qu'il faut travailler en groupe, qu'il faut multiplier les points de vue, qu'il faut essayer d'avoir une représentation du système, puisqu'on n'aura jamais, je dirais, la méthode de fonctionnement du système. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, on va voir plusieurs grands mouvements dans le management. Ici, en bleu ciel, un mouvement fondamental qui est celui de la qualité. Alors la qualité, il y avait déjà eu création d'un premier laboratoire de qualité, notamment parce qu'au début du XXe siècle, la statistique fait des progrès. Et donc, si la statistique fait des progrès, quand je vérifie les pièces dans une caisse, que je les tire au hasard, je n'ai pas besoin de vérifier toutes les pièces. En vérifiant un échantillon, je peux en déduire si l'ensemble des pièces de la caisse est bon ou mauvais. Ce qu'on va avoir là à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une réflexion beaucoup plus profonde sur la qualité. Et moi, je crois que la qualité est fondamentale dans l'esprit de tout manager. Il faut avoir ce réflexe d'une approche de qualiticien. C'est-à-dire cette capacité à avoir une analyse institutionnelle pour essayer de pister les sources et les signaux faibles de dysfonctionnement. Alors Deming est très connu parce qu'il a été au Japon, hein, il n'était pas tellement considéré aux États-Unis et il a fait une révolution très forte au Japon, qui a créé d'ailleurs un prix Deming. C'est à lui qu'on doit la boucle PDCA, Plan Do Check Act. Jurand a une vision plus institutionnelle, Feigenbaum a parlé du TQM et Philippe Crosby a essayé de convaincre les patrons avec des formules choc. C'est lui qui disait la qualité c'est comme l'Afrique. Tout le monde en parle, mais personne n'y a jamais été. Ou encore, la qualité, c'est comme la sexualité. Tout le monde pense que c'est facile à comprendre. Tout le monde pense que pour réussir, il suffit de se laisser aller à ses penchants naturels. Et finalement, tout le monde pense que quand ça ne marche pas, c'est la faute de l'autre. Voilà. Et donc, les mouvements qualité ne sont pas arrêtés. Il y a eu ensuite les étapes de certification, etc. C'est donc un mouvement qui a couvert l'ensemble de la fin du XXe siècle. À partir des années 60, on a une partie qui concerne beaucoup plus le marketing et la stratégie. C'est la grande révolution stratégique qui commence avec les travaux de Porter, la création de la chaîne de la valeur dans les années 85, mais avant les forces de Porter, les visions matricielles, etc. Donc, on peut dire que la réflexion stratégique des entreprises a été inventée un petit peu de scratch par une approche américaine au milieu d'années fastes, qui étaient des années de développement très importantes. À partir des années 70, c'est tout autre chose qui se dessine. Tout autre chose, c'est-à-dire qu'on va avoir là, bien sûr, des écrits des gens qui deviennent des papes du management. C'est le cas de Drucker, qui a écrit pendant toute sa vie à peu près un livre par an, quand ce n'est pas deux. On a des gens qui ont écrit, comme M. Crozier, le phénomène bureaucratique, et qui ont réfléchi à la technocratie naissante. Mais on a des études variées sur les organisations, avec Mintzberg, qui a une vision de l'organisation assez mécaniste, mais pas inintéressante. Et puis des gens qui ont des approches très innovantes, comme M. Weck, qui va, à partir de la psychosociologie, avoir appelé au secours l'interactionnisme symbolique pour comprendre le fonctionnement entrepreneurial. Alors là, il y a deux choses qui se dessinent, en fait.
c'est que l'entreprise était vue comme un machin, comme un moteur qu'il faut savoir faire tourner. C'est la vision, en fait, de l'avant-guerre 40. Là, juste avant la guerre de 40, les gens disent « Attention, il y a des hommes ». Et finalement, après la guerre de 40, on se dit « Bon, ben, s'il y a des hommes, il faut en tirer les conséquences, c'est-à-dire qu'il faut abandonner une vision trop fonctionnaliste et aller vers une proposition plus conforme au système d'interaction. » Alors ici, il y a des auteurs comme M. Hofstede qui ont travaillé sur le multiculturel, qui était chez IBM et qui a fait des études très intéressantes, très mathématiques, d'une certaine façon, qui appartiennent à ce qu'on appelle le champ de la sociométrie, c'est-à-dire la mesure des différences, mais qui a permis de voir que culturellement, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas mélanger entre une culture anglo-saxonne, une culture européenne, une culture asiatique ou une culture moyenne-orientale. Dans les années 90, ce qui commence à se produire, c'est que ça part tout azimut. On parle de la période souvent, la période des ING, benchmarking, reengineering, etc., qui sont finalement une vision de comment le système entrepreneurial peut-il s'auto-évaluer. Donc le benchmarking, c'est aller chercher des bonnes pratiques chez d'autres, et si possible, pas des gens de mon secteur, mais des gens qui sont les meilleurs pour la fonction considérée, et à partir de ce moment-là, essayer d'implanter ce qu'ils savent faire chez moi. C'est les débuts de réflexion sur l'entreprise virtuelle, et là, il faut savoir que les Français étaient relativement en avance sur le 2.0, sur la description des entreprises virtuelles et sur les conséquences que ça pouvait avoir. Un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, La 5e discipline de Petersen. J'ai vu beaucoup de gens qui me disaient « cet ouvrage a changé ma vie ». Tant mieux, d'accord ? Tant mieux, même si effectivement ce que dit Petersen, c'est que globalement, c'est les sciences sociales qui nous permettent de comprendre la complexité humaine. Mais il le dit en s'intéressant à l'entreprise et en montrant comment on peut essayer d'utiliser des systèmes d'inférence cérébrale et des systèmes perceptifs qui vont plus vers l'innovation et moins vers le mécanisme. Dans les années 2000, c'est l'explosion. C'est ce qu'on appelle les yin et les yang en réseau. C'est l'apparition de ce qui va être le capitalisme cognitif, donc une rupture par rapport au capitalisme marchand qui a existé à partir du XVIe, XVIIe siècle, une rupture par rapport au capitalisme industriel, et donc ces capitalismes s'encapsulent. Les industriels commercent, donc le capitalisme industriel encapsule le capitalisme marchand. Et le capitalisme cognitif encapsule ces deux capitalismes. Mais on dit capitalisme cognitif parce qu'effectivement, l'essentiel de la valeur est créé à partir de la circulation d'informations. Et que ça devient un élément probant, y compris dans les entreprises industrielles. Donc pour ma part, j'ai écrit un ouvrage en 2002 sur les nouveaux modèles entrepreneuriaux, qui était modèle pour l'entreprise éclatée, c'est-à-dire un ouvrage qui décrit comment l'entreprise se fragmentant, il faut avoir des modes de réflexion différents et avoir des approches managériales avec une vision beaucoup plus réticulaire par rapport à ce qui existait précédemment.